Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, revue de marché, on parlera de BTC dans un premier temps, on reviendra sur les différentes annonces économiques qui sont arrivées, qui sont censées arriver cette semaine, notamment le discours de Jérôme Powell qui sera énormément attendu. On parlera bien entendu d'Ether qui refranchit sa barre des 4200 dollars et on verra certaines altcoins qu'on demandé d'analyser. J'ai XRP, j'ai XMR et QNT. Donc voilà, on verra ces trois altcoins là. Vous pouvez d'ailleurs dès maintenant me mettre en commentaire les altcoins que vous voulez que j'analyse dans les prochaines vidéos. Alors, on a un BTC qui a bien poussé. Souvent maintenant, les dimanches, on a pas mal de volatilité. C'est ce que j'ai remarqué ces derniers temps. Le pump ici, ça a été un dimanche. Le dump qu'on a, alors là, on a été faire un nouvel atterrage, c'était pareil, un dimanche. On a souvent pas mal de volatilité en ce moment le dimanche, de ce que je vois. Donc c'est assez rare souvent le samedi et le dimanche, vu qu'on a les marchés US, les marchés globaux qui sont fermés, on a globalement moins de volatilité. Mais là, c'est plutôt intéressant. Sur BTC, on est repassé au-dessus des 115 000 dollars. Ça serait bien d'avoir une clôture au-dessus aujourd'hui, ok, pour confirmer cette structure de retournement qui a été mise en place là. Le fait de repasser au-dessus de ce niveau-là, moi, c'est clairement un niveau que je voulais casser, parce que là, on repasse au-dessus des moyennes mobiles. On est dans une dynamique haussière sur du court et moyen terme, parce qu'on est repassé au-dessus du 4 heures, au-dessus du 1 heure, au-dessus du 15 minutes. Donc, on a un signal qui est plutôt pas mal sur le BTC. Si je regarde la clôture weekly qu'il a faite, eh ben, elle est également plutôt intéressante, avec 3 mèches basses consécutives ici dans la zone des 106 107 000 dollars, ce qui nous témoigne, comme on l'avait vu ensemble, que c'est et c'est toujours un gros niveau important. Ce niveau-là, à chaque fois on voit que on a méchant en dessous, on a eu une réaction acheteuse. Donc typiquement là, on est toujours à l'intérieur de cette phase de latéralisation, avec en daily, oui, des excès baissiers, mais on a quand même rapidement réintégré. Donc dans tous les cas, la dynamique long terme était toujours préservée. Ça, on l'avait vu ensemble tant qu'on tenait le tunnel daily, mais surtout tant qu'on passait pas en dessous des 98 000 dollars. On a un BTC qui peut pousser et aller faire un nouvel ATH. C'est tout à fait possible. Il va falloir surveiller. Là, on est à peu près à 10%. Ça peut aller très vite sur le BTC, parce que si je regarde ici sur les 5 derniers jours, il nous fait globalement presque un 10%. Là où il va y avoir un signal vraiment important, c'est le discours de Powell qui va avoir lieu maintenant dans 2 jours, mercredi soir. Alors, au niveau de la baisse des taux, c'est pricé, on aura, à moins qu'on ait une grosse surprise, mais si on a une grosse surprise, ça sera bien sûr catastrophique sur les marchés parce qu'il va y avoir un réajustement, la majorité des investisseurs, parce que ici 98%, il y a 98% de probabilité d'avoir une baisse des taux, en tout cas c'est ce qui est pricé, d'accord, le marché anticipe à l'avance, il n'attend pas que la news tombe pour se dire, ah bah je prends une décision par rapport à ça, non, c'est déjà pricé, ça veut dire que logiquement les cours ont déjà enregistré l'information. Alors bien sûr il peut y avoir de la volatilité, pourquoi? Parce que l'entièreté des cours ne l'ont pas enregistré, il y a quand même 2,2% ici d'un point de vue proba qui estime qu'il n'y aura pas de baisse des taux. Maintenant, je m'attends clairement à une baisse des taux, ce qu'il va falloir surveiller, ça va être le ton que va avoir Jérôme Powell pendant son discours, ça va être très très important. Pourquoi? Parce que en fonction de ce qui va être dit, ça va permettre de rassurer les investisseurs et rassurer tout simplement la politique monétaire que veut accorder la Fed, tout simplement, en fonction des différentes baisses des taux qui sont à prévoir. Alors on s'attend de baisses des taux pour fin 2025, mais 2026, est-ce qu'on en aura 2, est-ce qu'on en aura 3? Tout ça, bien sûr, ça va dépendre des datas qui vont tomber, sur le chômage, sur l'inflation et j'en passe, mais globalement, le discours de Powell peut énormément influencer. Si on a un discours qui est plutôt positif, on peut avoir un pump assez important sur les cryptos, et bien sûr le marché US, mais suivant le marché US, automatiquement les cryptos, parce qu'on a vu qu'on avait une corrélation positive entre les deux, et ce qu'il va falloir surveiller, ouais, c'est exactement ce discours-là, mais ça serait pas surprenant. En tout cas, je vous l'avais dit, moi ce que je voulais voir, c'est regagner les 113 000 dollars, c'est un gros niveau, mais vraiment pour avoir une confirmation, c'était vraiment les 115 000 dollars. Pour le moment, c'est chose faite. Alors, bien sûr, idéalement, là, quand on a comme ça une confirmation de bottom, d'un point de vue technique, on veut toujours une invalidation. Pour moi, si je dois parler d'invalidation, si j'ai une réintégration et que je repasse sous les 112, 113, ça serait pas terrible. Pourquoi? Parce qu'on repasserait en dessous des moyennes mobiles, en dessous du 15 minutes, du 4 heures et potentiellement le 1 heure, ce qui serait clairement un signal baissier, et on réintégrerait cette phase de latéralisation qu'on a eu pendant un moment. Ça, c'est la grosse invalidation, ok? On peut en reprendre une plus grosse, c'est si on casse le bas de la structure, mais personnellement, déjà, si on réintègre, en général, quand on a un range, ok, qu'on break et qu'on réintègre, c'est pour aller chercher très souvent l'extrémité opposée. Enfin, un peu comme ce qu'on a fait ici, Vous voyez, hop,
On a ici une fausse cassure, réintégration, c'est pour aller chercher l'extrémité opposée. C'est assez souvent qu'on fait ça. Vous voyez ici, fausse cassure, réintégration, aller chercher l'extrémité opposée. Alors c'est pas systématique, hein, mais vous voyez là pareil, prise de liquidité, extrémité opposée. Donc va falloir surveiller ces prochains jours et notamment le discours de Powell de ce qui va être dit, mais là c'est plutôt encourageant ce que nous fait le BTC. Après attention, comme je l'ai dit et je l'ai toujours dit, on a un affaiblissement du momentum sur le BTC. Alors, est-ce qu'il peut y avoir un excès d'euphorie et une reprise bull market to the moon? Tout peut arriver, les cryptos nous l'ont montré. Et c'est pour ça que mon but à travers mes vidéos, mes programmes, mon accompagnement, le groupe Discord et j'en passe, c'est pas de vous vendre un rêve que beaucoup peuvent vous vendre. C'est-à-dire, comme certains peuvent le dire, Bitcoin 300 000 $, ça va se faire, ou 1 million de dollars pour 2026-2027, et d'autres certains vont être hyper bearish et vont parler de 30 000 $. Mon but, c'est de vous rendre autonome et surtout de vous rendre flexible dans vos prises de décision. C'est ça le plus important pour moi. Le plus important, c'est pas la personne qui va avoir raison et qui va prédire avec une justesse exceptionnelle le prix d'un actif. Le but pour moi, c'est de faire de l'argent tout en préservant mon capital et en ayant des invalidations avec une bonne gestion de risque. Et ça, c'est tout simplement vous rendre flexible, avoir une bonne balance cash crypto, ok, ça c'est un point important, avoir une bonne gestion de votre risque quand vous prenez des trades, avoir un biais, mais pouvoir changer de biais très rapidement en fonction de comment le marché évolue. Tout ça, c'est mon but, à travers mes vidéos, de vous rendre flexible. Je veux pas que vous soyez là dans une secte, comme certains pourraient le faire, en étant tous perma bullish. Moi, quand il y a quelqu'un qui m'envoie un message, qui me dit, voilà Nico, je passe un peu bearish en ce moment, ou bullish, et que moi, j'ai un avis qui est contraire à lui, à aucun moment je vais lui dire « Ah non, t'as tort, t'es nul, ton analyse elle est pas bonne ». Non, moi je respecte l'analyse de chacun et on peut tous avoir une analyse qui est différente. Ce qui compte c'est ok, qu'est-ce qui t'a amené à pousser ça, où est-ce que tu invalides, qu'est-ce que tu comptes faire, etc. etc. Là pour moi mon approche elle est beaucoup plus pertinente et c'est un accompagnement qui est beaucoup plus intéressant que de chercher de mettre tout le monde dans un même panier en disant soit tout le monde est bullish ou tout le monde est bearish. En tout cas, si le BTC fait un nouvel ATH, on peut mettre ici des extensions de Fibo et on peut s'attendre à aller chercher entre les 1,118 et les 100% d'extension, donc entre les 141 000 $ et les 150 000 $. On a des ranges comme ça qu'on casse à la hausse, j'aime toujours mettre des petites extensions, vous voyez, entre les 1,118 et 100% d'extension, c'est toujours un niveau où on peut potentiellement aller chercher un top de marché ou un bottom. C'est pareil, hein, quand on a un range qu'on casse à la baisse, hop, je vais l'inverser. Voilà, souvent on peut aller mécher entre les 1,118 et 100% d'extension. Et là on a un exemple parfait, on vient parfaitement mécher au niveau des 1,118. Alors c'est pas systématique, hein. C'est pas parce que ça y est, je trace un Fibo, c'est sûr à 100% on va y aller. Mais ça nous permet d'avoir tout simplement une zone de repère. Vous voyez là on a été légèrement plus loin, ok, mais globalement ça nous permet d'avoir un point de repère au cas où on fait un nouveau sommet, au cas où ça marche dans les deux sens, hein. Ça peut être après la réalisation d'une structure, ok, comme là ce type de pattern en M, hop, qu'on casse, voyez, on a parfaitement entre les 1,118 100% d'extension, et pareil qu'on pousse comme ça ce genre de bottom à l'intérieur de ce range là, hop. Voilà, 1,118 100% d'extension, on vient parfaitement top dessus. Après, ça, comme je dis, ça marche pas systématiquement. Des fois on peut aller plus haut, des fois on peut aller plus bas. Attention à ne pas toujours être dépendant d'un seul outil, de prendre des décisions en étant sûr à 100% que quelque chose va se réaliser. C'est pas parce que là j'ai mis l'extension de Fibo qui est mis entre les 141 et les 150 000 que c'est sûr à 100% qu'il faut faire all-in, que si on fait un nouvel ATH, BTC va poser un top là-bas. Non, mais en tout cas, ça nous donne une représentation, on a une ligne de conduite et on sait globalement à quoi s'attendre au cas où on fait un nouvel ATH, ce qui permet d'avoir des zones tout simplement de prise de profit. Parce que c'est bien de mettre des outils, des indicateurs, mais après faut qu'il y ait une action derrière. Ça sert à rien d'afficher quand je trace des niveaux de support, des niveaux de résistance ou des moyennes mobiles, c'est pas pour faire beau, ok. C'est vraiment pour qu'il y ait une action de l'autre côté, que j'ai une aide, ok, et que ça m'aide dans ma prise de décision. Donc voilà, en tout cas BTC, ensuite on a deux gros niveaux de résistance à surveiller, 117 000 $ et les 120 000 $. Si je regarde ici sur du court terme, pour ceux qui veulent faire de l'intraday, on est ici dans une bonne dynamique depuis qu'on a cassé notre tunnel 15 minutes. C'est quelque chose que je répète, que quand on a comme ça une tendance haussière, c'est là où moi j'aime bien ce genre de contexte de marché, parce que quand on est un peu dans un range, c'est un peu fouillis, c'est beaucoup plus compliqué. Vous voyez ce genre de phase de latéralisation là qu'on a connu pendant à peu près 5-6 jours, c'est compliqué. 15 minutes plat, 1 heure plat, on cross, il n'y a rien à faire là-dessus. Que quand on commence à avoir une bonne tendance qui est dessinée, là, qu'on a des pullbacks, tunnel 15 minutes, tunnel 3 minutes, et ben là, il y a des opportunités pour faire de la continuation de tendance. Je mets des points pivots, et en général, je cherche une confluence. Par exemple, aujourd'hui, le niveau qui m'intéressait,
qui m'intéresse toujours, je ne sais pas si on va y aller, c'est ce niveau-là, à peu près, des 113 700 $. J'ai une bonne confluence entre tunnel 15 minutes et point pivot daily. En plus, on est au niveau de ce précédent range à ce niveau-là. Aujourd'hui, on a posé un top pile poil sur le point pivot daily, et on a des nouveaux points pivot weekly qui ont été créés, parce que chaque nouvelle semaine, on a des nouveaux points pivot weekly qu'on repère ensemble, ça nous permet tout simplement de déterminer des points de repère intéressants. On a le point pivot principal, 112 200 $, ensuite on a la résistance 1, 117 813 $, et le support 1 au niveau des 108 916 $. Voilà de ce côté-là sur le BTC, juste au niveau de l'order flow, c'est également pas mal ce qu'on fait. Pourquoi? Parce que, vous voyez, on est revenu chercher la bougie là qu'on a eu le 10 octobre, je cherche mes mots, on est presque revenu, on peut le dire, on a ravalé, ok, toute la baisse qu'on a connue. Ça d'ailleurs, ça peut être une bougie de contrôle, hein. J'en parle pas, mais les bougies de contrôle, c'est tout simplement suite à une grosse bougie, ok, avec une mèche ou pas, d'accord, ça nous crée une bougie de contrôle et ça nous détermine tout simplement un range. Alors ça c'est tout à fait possible, ok, et globalement, voilà, je le prendrai beaucoup plus sur du H4, ok, pour moi mon range il pourrait être entre ces deux niveaux. Ça, c'est des bougies de contrôle comme ça peut faire office de support ou de résistance. Je repense par exemple à la bougie de contrôle de mai 2021, où ici on a eu cette grosse baisse et ensuite on a tout simplement latéralisé entre le point le plus bas et le point le plus haut de cette bougie. Je reviens à ce que je disais sur l'order flow. On a globalement ravalé ici la baisse, où on a eu une grosse baisse sur l'open interest, sauf que on voit bien qu'on n'a pas eu de nouvelles positions qui sont ouverts, alors quelques-unes, mais globalement, on n'a pas eu autant de positions sur les contrats dérivés qu'on a connus avant. Ça veut dire que la hausse qu'on a connue, cette phase-là, elle a beaucoup plus été drivée par le spot que sur les contrats perpétuels. Et en tout cas, il n'y a pas autant de hype en ce moment sur les contrats perp après la liquidation qu'on a eu. Et ça, je préfère, parce qu'en général, ça nous donne un mouvement qui est plutôt sain. Là, on le voit sur BTC spot, on a de la demande qui se crée, on a l'air d'avoir un soutien acheteur, d'accord. Donc voilà, pour le moment, BTC, c'est plutôt pas mal tant qu'on reste dans cette dynamique haussière. Mais attention quand même à la volatilité, ça c'est quelque chose qu'on a vu, j'en avais parlé samedi, comme quoi on pouvait s'attendre à de la volatilité cette semaine, notamment suite au discours de Powell. Alors, au niveau d'Ether, Ether, c'est plutôt pas mal ce qu'il est en train de faire. On avait vu comme quoi il était dans cette compression et que un gros mouvement allait arriver. Alors, gros mouvement, c'est toujours proportionnel à l'unité de temps. Faut pas s'attendre non plus à un plus 30%. Mais quand je regarde là, on est rapidement sur un 7-8% en 2 jours. Hein, de dimanche à lundi, là, on a une bonne performance. On est sorti de cette compression par le haut. Voilà, on voyait qu'on faisait des sommets de plus en plus bas, des creux de plus en plus haut. On a eu un break et on est revenu rechercher là les 4250 $. Donc cassure par le haut, c'est plutôt pas mal. De toute façon, on en parlait sur Ether comme quoi tant qu'on passait pas sous les 3700, 3800, c'était plutôt, ça restait bullish sur du long terme. On voit pareil, pas mal de mèches basses qui nous témoignent une tentative de break par les vendeurs, soldée par un échec à chaque fois avec des acheteurs qui sont manifestés. Ça déjà, c'est rassurant. Et tant qu'on n'a pas de clôture, c'est là où il faut surveiller les clôtures, c'est vraiment important. Sinon, vous pouvez être biaisé et faire une mauvaise analyse selon moi, parce que les clôtures sont très très importantes. Les mèches aussi, hein, mais les clôtures indiquent quand même des retournements de tendance et des cassures beaucoup plus forts que les mèches, et tant qu'on repasse pas sous les 3800, sur Ether, je reste bullish, et là on est globalement dans un gros range. Alors on revient titiller cette résistance, 4250, ça serait bien de la réintégrer pour vraiment avoir une confirmation comme quoi les acheteurs sont présents et cassent des résistances, parce qu'on n'en a pas cassé des grosses juste avant. Alors on peut quand même noter celle-ci qui s'est créée entre temps, où là, oui, on a validé cette pattern de retournement en H4, mais on a rapidement une résistance au-dessus, donc vraiment j'aimerais bien passer au-dessus des 4250, qui pourrait nous propulser ensuite chercher les 4450 $. De toute façon, il y a 3 gros niveaux sur Ether à l'intérieur de ce range-là. Le niveau où on se trouve actuellement, ok. Ensuite, les 4450, 4500 $, et ensuite, on a jusqu'ici les 4008. Donc, pareil, le discours de Powell va avoir un rôle sur Ethereum. Pour moi, Ethereum, je vous le rappelle, n'a pas eu de bull market. Ça, c'est peut-être que certains ne s'en rendent pas compte, mais même si moi je suis déjà à x2 sur mes performances sur Ether largement, parce que même plus que x2, parce que j'ai un prix moyen d'achat à 1006, où j'en ai énormément accumulé en dessous, donc je réalise déjà une bonne performance avec des prises de profit qui ont déjà été réalisées, mais quand je dézoome, nous n'avons pas fait de bull market. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours dans cette phase de latéralisation. Si je compare à BTC, c'est comme quand BTC était à ce niveau-là, ok, proche de son ATH. Il avait fait une performance, c'est un fait, ok, mais il n'avait pas encore break son ATH et eu une nouvelle découverte de prix. Ether
à mècher, mais on n'a pas eu un break concret. Je rappelle, si Ether est amené à break son ATH, et je parle bien de break et non pas de mèche, eh ben on peut s'attendre pareil, avec des extensions Thibaut, aller chercher entre les 1,78 et les 100% d'extension, donc entre les 7300 et les 8800 dollars, qui serait une très bonne zone où moi clairement j'aurais ici un gros TP sur du long terme, avec pourquoi pas un prochain objectif avec le chiffre psychologique des 10 000 dollars. Ça c'est uniquement si on fait un nouvel ATH, pour le moment c'est pas le cas. On a plus de probabilité pour moi de faire un nouvel ATH que break les 3007. Pourquoi? Parce qu'on reste dans une tendance haussière avec des moyennes mobiles long terme orientés à la hausse. Et quand on est dans une dynamique haussière, on a plus de chances d'avoir un prolongement. Maintenant, on doit quand même être prudent et on ne doit pas faire all-in ou prendre énormément de risques. Le risque doit toujours être contrôlé. Si je regarde pareil sur du court terme au niveau d'Ether, c'est plutôt intéressant vu que pareil, on est dans cette dynamique haussière avec un tunnel 3 minutes qui fait office de support. Le 15 minutes, on est repassé au-dessus. Là, on a une bonne zone de localisation, 4085 dollars. On a également échoué sur point pivot monthly et point pivot daily. Aujourd'hui, si on reteste à voir, hein, ça c'est un niveau de résistance qu'il faudra surveiller. Et pareil, on a des nouveaux points pivot weekly qui se sont créés, 4000 dollars à peu près, 4015. Ensuite, on a les 4321 dollars et les 3851 dollars. Donc voilà, au cas où on doit aller chercher plus haut ou plus bas, on a ici de très bons points de repère. Là, on a une bonne zone, tunnel 1 heure, point pivot weekly. Au cas où on a un dump assez important, ça peut être une bonne zone ici qui sera potentiellement rachetée, à voir si on a une réaction acheteuse. Mais pareil, je vous rappelle, le but c'est d'avoir des points de repère, de quadriller une charte et de savoir où intervenir. Voilà de ce côté-là sur Ether. Si je regarde ensuite au niveau du marché US, eh ben le marché US c'est plutôt pas mal, hein. C'est-à-dire qu'on s'envole, on continue dans cette ligne de conduite, c'est-à-dire ATH sur ATH, je mets des moyennes mobiles, et ben on est toujours dans une dynamique qui est haussière. On fait à ce niveau-là un nouvel ATH avec un bon break. Ouais, ça c'est pas un break timide avec une réintégration. On en avait parlé vendredi, ce qu'il allait falloir surveiller lors de l'ouverture lundi. Et ben c'est globalement ce qu'on fait là, c'est très positif. On a une continuité dans le sens de la tendance avec un bon break, d'accord. On a un gap là qui sera potentiellement recomblé. Alors, c'est pas sûr, mais souvent quand même les gaps comme ça haussiers sont recomblés. Ça peut être par une mèche ou alors on peut revenir en clôture, mais dans tous les cas, tant qu'on se maintient au-dessus de la TH avec des moyennes mobiles orientées à la hausse, ça sera également plutôt pas mal, que ce soit SP500, Nasdaq également qui continue dans cette tendance haussière. Et ça, c'est plutôt favorable pour les cryptos. Je vous rappelle, il y a une bonne relation une corrélation entre les cryptos et le marché US, d'autant plus avec l'arrivée des ETF et d'autant plus avec l'arrivée de Trump. Donc des indices US qui performent, c'est toujours rassurant. De l'autre côté, on a l'or qui sous-performe, qui connaît un dump ici. On a eu cette pattern de top, on est revenu chercher le tunnel 1 heure, on rejette, là on est sur un niveau de support vu qu'on est au niveau du point pivot monthly et du tunnel 4 heures, donc on peut s'attendre ici à une petite phase peut-être de combat entre acheteurs et vendeurs. De toute façon, moi je vous l'ai dit, attention sur le gold, on a eu énormément d'euphorie, et là, vous voyez, l'euphorie qu'on attendait sur BTC, enfin surtout sur les cryptos, qu'on n'a pas spécialement eu, sur l'or, il est très facile à voir. Alors peut-être parce que c'est pas le domaine qu'on surveille le plus, parce qu'on trade plus activement les cryptos que l'or, d'accord. Peut-être qu'on a on est moins biaisé et on a une prise de recul plus importante, c'est possible. Mais en tout cas, je n'ai pas vu un FOMO comme ça comme je l'ai vu sur l'or, comparé à comme je l'ai vu sur le BTC, que là je vois actuellement sur l'or. Parce que là, c'est passé dans des médias, on a vu, moi en tout cas, des personnes m'en parler, alors qu'ils ont aucune connaissance dessus. Quand quelqu'un de votre famille vous demande « Ah, pourquoi tu m'as pas dit d'acheter de l'or » ou « Comment on fait », etc. Alors qu'elle a jamais acheté aucune action de sa vie. Voilà, c'est des signes d'alerte quand même. Donc pour moi, on est beaucoup trop haut, et surtout d'un point de vue sentiment de marché, trop de gens qui sont boules. Je vous rappelle, quand il y a que des acheteurs, quand le train est rempli et qu'il y a que des acheteurs et que tout le monde a acheté, qu'est-ce qui reste? Que des vendeurs. Parce que quand vous êtes un acheteur, vous êtes un futur vendeur. Donc je dis pas qu'on top, on peut toujours avoir un excès et repartir plus tard et latéraliser, mais en tout cas on est plus proche du top que du bottom selon moi. Au niveau des altcoins, je vais demander d'analyser. Alors j'ai ici une analyse de XRP. XRP globalement, depuis ça va faire 1 an bientôt, on range. Bref, faut pas oublier XRP d'où il vient, en seulement quelques semaines on a
littéralement pump. On est passé de 50 centimes à 3 dollars, donc on a eu une très bonne performance. On est revenu retester le sommet de 2021, on a posé un bottom, structure en W, et là on est revenu chercher cette structure en W. Je vous rappelle, attention sur XRP, ça reste une crypto à forte capitalisation, ok, 157 milliards de market cap. À partir de là, faut pas s'attendre à XRP qui va tout simplement faire un x5 encore à partir de maintenant, d'accord? Très peu probable. À moins qu'on ait une grosse altcoin season et que il se passe quelque chose de ouf sur les cryptos, c'est pas le plus probable. Ok, le plus gros selon moi a été fait. Bien sûr, XRP peut encore faire un x2, un 50%, c'est possible, mais on est sur des niveaux beaucoup trop hauts pour se positionner. Et personnellement, j'attendrai un retracement plus important si je voulais rentrer en position. Maintenant, pour quelqu'un qui fait du court moyen terme, ça serait bien de reclaim ce niveau-là, parce que là on est clairement sur un niveau de résistance. Hop, on le voit bien que ce niveau-là est très important. Là, voilà, on peut le tracer au pire comme ça. Ouais, hop, on a une grosse zone ici. Qui a fait avant office de résistance, on a break, du support, on repasse en dessous. Pour moi, il faudrait reclaim ce niveau-là pour avoir une confirmation comme quoi, le XRP a potentiellement posé un bottom et réintègre cette précédente phase de latéralisation. On voit que là il y a une bonne pression vendeuse avec des sommets de plus en plus bas et des creux au même niveau. Donc voilà, cassure par le bas, on reteste, rien d'alarmant. Si on commence à rejeter ici et faire un plus bas, ouais, là ça serait pas terrible et on aurait de grandes chances de retester le bas de range vers les 1,6, 1,7 dollars. Donc ça c'est pour XRP. Ensuite j'avais dit XMR. Après, j'avais dit QNT, mais on va faire Hyperliquid juste avant, parce que ça m'intéresse beaucoup plus, et je pense que certains sont intéressés, parce qu'elle a bien performé ces derniers temps. Alors, Monero, bon, très peu de volume, un peu moins de volatilité quand même, vu que on est plus beaucoup listé sur pas mal de cryptos. Ça peut quand même créer de la volatilité, parce que au contraire, du coup, on a des carnets d'ordre qui sont un peu plus illiquides, et moins d'intérêt, mais en tout cas, c'est un fait. Il y a beaucoup plus de volume, hein, je vous rappelle. XMR a été délisté de pas mal de cryptos, on la retrouve plus sur Binance, sur Coinbase, voilà, tout ce qui est enregistré Mika, il me semble, on le retrouve plus du tout. On reste quand même sur une crypto qui a bien performé sur ce bull market. Si je prends, déjà, on n'a pas non plus moins 80%, ça reste correct, on part du principe que le BTC a pris moins 77%. Bon, je trouve que on est sur une performance un peu similaire. D'un point de vue pump, voilà, on est sur un x3, ça reste une bonne performance pour une crypto quand même qui est dans le secteur de l'anonymat. Donc voilà, c'est pas toutes les cryptos dans l'anonymat qui ont fait cette performance-là. Pour moi, quand on possède du XMR, de toute façon, c'est pas spécialement pour la performance. En tout cas, c'est pas ce qu'on recherche en général dans un premier lieu. Maintenant, si je regarde un peu comment se comporte notre dynamique, on reste dans un flux haussier avec des moyennes mobiles long terme orientés à la hausse. On voit bien le tunnel daily qui fait office de support, le 3 jours qui accompagne également juste en dessous. Là, on est potentiellement rentré dans une phase ici de latéralisation entre deux niveaux. On reste dans un range précédé par une dynamique haussière, plus de chances de casser par le haut. Donc moi, je chercherais clairement à faire de la continuation de tendance sur XMR. Par contre, j'estime que nous sommes trop hauts pour se positionner. Vous voyez qu'on casse comme ça une phase de latéralisation qui dure depuis un long moment et qu'on la reteste, là ça peut être intéressant pour se positionner. Maintenant, là où on se trouve actuellement, on est beaucoup trop haut. Si je trace un Fibo de ce niveau-là à ce niveau-là, où est-ce qu'on se trouve? On est au niveau d'une zone de rechargement de short, entre les 0,786 et les 0,518. C'est pas intéressant ici de se positionner, parce qu'on est plutôt dans une zone de prise de profit, ou alors dans une zone même pour prendre des shorts si on a une structure de top. Donc voilà, soit vous êtes déjà positionné, et dans ce cas-là, vous pouvez prendre vos profits sur la montée, zone de rechargement de short, des chiffrons psychologiques, des extensions, soit vous n'êtes pas positionné, et dans ce cas-là, soit vous faites de la continuation de tendance sur du court moyen terme, d'accord, ou alors vous attendez un retracement plus important. Voilà pour XMR et pour XRP. QNT, on l'analysera demain. Je vais faire Hyperliquid parce qu'elle a plutôt bien performé ces derniers temps. Ça reste ma crypto favorite du moment, là où il y a quand même pas mal de volatilité et surtout une crypto qui est assez agréable à trader. Les niveaux d'intervention sont assez simples. On a à chaque fois des bonnes réactions. Là, on est revenu chercher globalement les 50 $. On a cette zone de résistance qu'il va falloir également surveiller. Si on repasse, alors pour moi on aura de grandes chances ici d'aller faire un nouvel ATH et repasser au-dessus des 59,60 $. On est sur la dernière grosse résistance avant l'ATH. Pour moi ça reste une crypto qui reste bullish et qui très peu de chances qu'on retourne sous les 25 $. On peut revenir chercher bas, mais pour moi le bottom ici a été in. J'ai du mal à voir un Hyperliquid, sauf
grosse crise, sauf gros bear market extrême, mais sinon sous les 10 $, pour moi très peu probable au vu du buyback qu'il y a, au vu de comment la communauté soutient le projet. Ok. Et je vous rappelle, pour moi, ça reste une crypto qui, alors quand je vous dis ça, c'est pas pour vous dire acheter du hype, pour vous vendre du rêve et tout. Vous êtes conscient de ce que vous faites. Je pense que voilà, c'était pas conseiller d'investissement, mais j'en ai énormément parlé ici. Ceux qui m'ont suivi, c'est grâce à vous, ok, pas grâce à moi. Vous avez pris votre propre décision. Ce que je veux faire comprendre, c'est si vous gagnez, c'est grâce à vous. Si vous perdez, c'est à cause de vous, pas grâce à moi, pas à cause de moi, ok. En tout cas, quand j'en ai parlé ici, je sais qu'il y en a qui ont pu rentrer en position, d'accord. Maintenant, faites vos propres recherches. Moi, je suis persuadé que un jour, Hyperliquid sera dans le top 5, top 4 de CoinMarketCap. Pas maintenant, c'est beaucoup trop tôt, bien entendu, mais dans une horizon de temps 3-4 ans, ok, si le projet continue à se développer, il a sa place d'aller chercher du Cardano, du Tron, du Dogecoin, voilà, après de concurrencer avec du BNB et du Solana. Pour moi, en tout cas, il a la capacité, trop tôt encore, mais sur le long terme, il y a. Donc voilà, c'est ma thèse, c'est ma conviction, j'ai quand même une bonne gestion de risque là-dessus, je prends quand même des profits, hein, c'est pas parce que je me dis que le projet il peut encore faire, je sais pas moi, x5, x10, que x5, x10 sur un long horizon de temps, hein. Là sur du court terme, il fera pas de x10 pour moi peut-être pas le plus gros, moi si le plus gros a été fait, on est quand même passé de 10 à 50 $, si le plus gros a été fait, on a fait un x5, j'ai du mal à voir Hyperliquid faire un x5, encore un x2, x3, grand maximum pour ce cycle. Ce que je veux faire comprendre, c'est que même si j'ai des horizons de temps quand même long terme et j'ai des targets assez importantes, je prends mes profits sur la montée, d'accord. Je suis rentré ici, j'ai des risques à ce niveau-là, j'ai des risques à ce niveau-là, je suis rentré à ce niveau-là, j'ai pris mes profits dans cette zone-là, je suis rentré ici, je suis ressorti au niveau des 39. Voilà. Et j'ai toujours une bonne exposition Hyperliquid, mais globalement j'ai du cash que j'ai récupéré sur Hype qui est prêt à être réinvesti. Ce que je veux faire comprendre, c'est que quand on a des phases de retracement, c'est toujours une bonne opportunité pour se positionner, hein. Quand on a un moins 42% sur une crypto que vous appréciez, que vous avez de fortes convictions, ça redevient intéressant pour se positionner. Et voilà. Pensez à prendre dans tous les cas vos profits sur la montée. De mon côté, j'ai dit ce que j'avais envie de dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire les altcoins que vous voulez que j'analyse dans les prochaines vidéos. Vous avez tous les liens pour rejoindre le Discord, pour s'abonner, et etc. en description. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.